L'un de ces grands mystères, je ne sais pas s'il existe de tels mystères par rapport philosophe dont surtout les dernières idées, dernières pensées nécessitent une interprétation particulière. Nous ne savons pas où il a abouti. Est-ce que c'est une vision apocalyptique du christianisme? Est-ce que c'est un utopisme très raffiné? Il y avait certains aspects de cet utopisme. Ou peut-être est-il arrivé à des opinions tout à fait radicales. Encore aujourd'hui, il y a des controverses et des débats à ce sujet. Mais l'un des points sur lesquels il n'était pas d'accord avec les libéraux, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu publier ces 3 conversations dans le journal des libéraux, dans la revue des libéraux, c'est probablement parce que les libéraux ne lui pardonnaient pas l'idée et la justification de la guerre. À partir de 1895, lorsque dans le journal Niva, il publie son article « Le sens de la guerre », et Kouzmine Karavayev, à l'époque, qui appartenait au cercle libéral, si je comprends bien, c'était le beau-père de la mère Marie, qui est, n'est-ce pas, Maria Skoptsova. Donc c'était le père de l'un de ses époux. Kouzmine Karavayev a écrit la seule chose sur laquelle les libéraux n'étaient pas d'accord avec Solovyov, et ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le seul point. En tout cas, c'est son rapport à la guerre. On ne comprenait pas pourquoi il justifiait la guerre, alors que les idées de Tolstoï, les idées du pacifisme étaient très répandues et très, très fortes, très présentes, y compris dans la société russe. Pourtant, Solovyov considérait que la guerre héroïque est nécessaire et en cela il est d'accord avec Demestre finalement. Et justement, le prochain exposé porte sur ce thème. Ce sera l'exposé de François Légrier. Il est publié d'ailleurs en partie au sein de notre almanach, les cahiers du conservatisme. L'exposé de François Légrier porte un titre assez dur aujourd'hui, Vladimir Solovyov et la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez la parole, Monsieur Légrier. Merci beaucoup. Pour être plus précis, c'est Vladimir Solovyov et la guerre en général, et pas spécialement la Seconde Guerre mondiale. Monseigneur, chers amis, c'est un grand honneur et un plaisir de m'entretenir avec vous aujourd'hui au sujet de Vladimir Solovyov. En tant qu'officier, je m'intéresse aux auteurs écrivant au sujet de la guerre, et à cet égard, Vladimir Solovyov occupe une place toute particulière, notamment son œuvre de référence, dont il a déjà été question, trois entretiens sur la guerre, la morale et la religion, dont je voudrais vous dire quelques mots aujourd'hui. La question que l'on peut se poser est celle-ci: en quoi les 3 entretiens nous permettent de mieux comprendre la nature réelle des conflits récents et actuels? Il ne vous aura pas échappé que depuis les années 70 et même avant, l'Occident évolue entre pacifisme et bellicisme et ne sait pas appréhender la question de la guerre correctement, ce qui fait que nous assistons tantôt à des démonstrations d'impuissance. J'en veux pour exemple les opérations de maintien de la paix en Bosnie dans les années 90, et tantôt à des démonstrations de force, la guerre du Kosovo en 99 par exemple, ou bien encore l'invasion de l'Irak en 2003, on pourrait multiplier les exemples, démonstrations de force sous prétexte de renverser les tyrans et établir la démocratie. Ce constat appelle 2 remarques. Ces démonstrations de force ne sont ni plus ni moins qu'une instrumentalisation du concept de guerre juste. Et deuxième remarque, elles aboutissent à un résultat en général pire finalement que les opérations de maintien de la paix, c'est-à-dire le chaos et la guerre civile. Nous en avons des exemples très concrets sous les yeux aujourd'hui. Alors pourquoi ce comportement de nos décideurs face au phénomène de la guerre? Eh bien, je crois que les 3 entretiens écrits il y a plus d'un siècle nous donnent quelques clés de compréhension. Alors tout d'abord, pourquoi Soloviev a-t-il écrit cet ouvrage? Il s'en explique lui-même très clairement dans l'introduction. Il s'agit de dénoncer cette formidable supercherie d'un christianisme sans le Christ qui cherche à s'imposer avec force au XIXe siècle. Alors même si le nom n'est pas prononcé, je crois qu'il s'agit du libéralisme religieux, celui qui cherche à séparer le Christ de l'histoire et le Christ de la foi, et celui dont Léo Daudet disait qu'il vénère Dieu mais respecte le diable.
Les trois entretiens mettent en scène 5 personnages, je vais vous les décrire très brièvement. Le premier d'entre eux, qui est un peu le plus haut en couleur, est un général qui appartient sans conteste à l'ordre ancien, religieux et guerrier. C'est, si vous voulez, le fils spirituel d'Alexandre Nevsky pour nos amis russes, ou bien de Roland, le neveu de Charlemagne pour les Français. À côté de lui, nous avons un diplomate appelé homme politique. C'est un humaniste qui, sans être franchement athée, a une conception horizontale du monde. Il représente la pensée rationaliste moderne, celle qui se veut raisonnable par rapport à la religion susceptible de ne pas l'être, et qui en même temps se nourrit d'utopie. C'est le rêve de la paix universelle, par le progrès notamment. Le troisième personnage est un prince, c'est un disciple de Rousseau. L'homme est bon par nature, c'est la société qui le corrompt, d'où son rejet complet des institutions humaines et son pacifisme absolu. Et plus fondamentalement, le prince est le porte-parole, dans l'ouvrage de Soloviev, de ce christianisme sans le Christ. C'est là son péché absolu, et que Soloviev entend bien dénoncer. Vous avez enfin un quatrième personnage qui s'appelle Monsieur Z. Ce qu'il faut comprendre, c'est Soloviev lui-même qui parle, et qui, d'une manière générale, exprime la pensée la plus juste sur l'ordre des choses. On peut même le comparer, je pense, à l'apôtre Saint Paul, car il se fait vraiment le défenseur du point de vue chrétien, pour qui, si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Et enfin, un cinquième personnage, qui est une dame, c'est la maîtresse de maison parfaite, celle qui sait mettre de l'humour, ou bien relancer la conversation quand tout cela est nécessaire. Je vais passer très brièvement sur le premier entretien sur la guerre, il y a beaucoup de choses à dire, mais les minutes sont comptées, les estomacs crient famine, donc je crois qu'il faut aller vite. La question de fond qui se pose dans le premier entretien remonte à la naissance du christianisme, puisque les premiers chrétiens se la posaient déjà. Est-il permis de tuer si l'on prend la lettre le précepte évangélique « Tu ne tueras pas ». Je passe les débats, la réponse vous la connaissez, elle est exprimée dans le livre par M. Z, qui dit « Je suis convaincu que la guerre n'est pas le mal absolu, et que la paix n'est pas le bien absolu, ou plus simplement qu'une guerre bonne demeure tout aussi possible qu'une paix mauvaise ». Je voudrais m'attarder un tout petit peu plus sur le deuxième entretien sur la morale. On rentre dans le détail de la pensée rationaliste moderne, celle qui est exprimée par la pensée de l'homme politique, avec des idées parfois justes et puis des idées complètement nourries d'utopie. Alors j'ai retenu 3 idées qui me semblent pertinentes et vraiment justes. Une guerre bonne ne compense pas une mauvaise politique. C'est évident et c'est frappé au point du bon sens, et encore une fois on va multiplier les exemples. Une guerre dont l'utilité n'est pas avérée perd de son auréole mystique. On le voit encore très bien aujourd'hui, des soldats qui meurent au fin fond de l'Afrique ou des vallées afghanes encore il y a quelques années ne sont pas du tout recouverts de la même auréole mystique que les poilus de Verdun qui ont défendu le sol sacré de la patrie. Et puis, troisième idée, qui malheureusement, elle, s'est concrétisée après cet ouvrage, une guerre entre États européens, peut-être comparée à une guerre civile, mais nous avons eu cette guerre civile européenne avec les 2 guerres mondiales. Venons-en maintenant à 3 idées qui sont vraiment inspirées par cette foi irrationnelle, finalement, dans le progrès avec un grand P. Premièrement, la guerre a vocation à être remplacée par le progrès et la civilisation. Cet optimisme béat à la veille des 2 guerres mondiales est tout simplement tragique. Et c'est vraiment de ne rien comprendre à la dure réalité de notre monde. Deuxième idée, ceux qui ont la mauvaise idée de résister à la marche de la civilisation doivent être punis. Alors dans son ouvrage évoquant la guerre des Boers en Afrique du Sud, l'homme politique prend fait et cause pour l'Angleterre et dénie aux Boers le droit d'être une nation. Et les opérations militaires conduites par la Grande-Bretagne sont assimilées ni plus ni moins à une opération de police. Alors comment ne pas voir ici les prémices de l'idéologie des Nations Unies transformant aujourd'hui les opérations militaires en opérations de police à travers le monde. Et en considérant les Boers comme des voyous d'Afrikander, je cite, et des barbares, l'homme politique de Soloviev inaugure une école politique appelée un brillant avenir, celle qui diabolise son adversaire. C'était hier le barbare, aujourd'hui c'est le dictateur, et ce faisant il ouvre la porte qu'il prétendait fermer, à savoir la guerre totale. La troisième idée, dans le prolongement des premières, quels que soient les aléas des relations internationales, le monde se dirige vers la paix universelle et la civilisation européenne est appelée à s'étendre à toute l'humanité. J'en viens maintenant au troisième entretien, qui est plus profond, plus métaphysique. Il s'agit de dépasser la question morale de la guerre pour aborder le problème de la paix et de la guerre d'un point de vue métaphysique. Et les grandes interrogations qui sont posées sont les suivantes. Le Christ est-il venu apporter la paix sur la terre ou la division?
Autrement dit, qu'il y a une différence entre la paix du Christ et la paix du monde. Et puis la question du mal, l'homme bon peut-il changer le cœur de l'homme méchant? Bien, comment échapper au désespoir face à ce mal extrême qu'est la mort? Alors la réponse est tout entière contenue dans le message du Christ, rappelé ici par M. Z. Retenez que la paix du monde repose sur la confusion. Il n'y a plus ni mensonge, ni vérité, ni bien ni mal. C'est bien le relativisme complet dans lequel baigne l'Occident depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Croire que l'homme bon peut changer le cœur de l'homme mauvais est une utopie, que l'on pense à Judas, tout simplement. Et enfin, comment échapper au désespoir face à la mort, Soloviev, à la suite de saint Paul, déclare « Nous n'avons qu'un appui, c'est la résurrection réelle, et sans la foi en la résurrection d'un seul et sans l'attente de la résurrection future de tous, le royaume de Dieu n'est qu'un mot, et en fait il n'en ressort pas autre chose que le royaume de la mort. » En proclamant donc le rôle fondamental de la résurrection du Christ dans l'histoire de l'humanité, et en désignant tout autre prétendu royaume comme un royaume de ténèbres, Soloviev nous rappelle la dimension eschatologique de l'histoire. Et en effet, la recherche d'un sang ultime, exclusivement terrestre, ne peut que se projeter en utopie, c'est-à-dire en création de royaumes terrestres dont l'histoire a montré le caractère dévastateur. En conclusion, certes, Soloviev nous invite à faire nôtre sa vision chrétienne de l'histoire de l'humanité, mais il y a dans sa pensée une véritable sagesse politique qui s'adresse à tous, croyants ou incroyants. Tout d'abord, un amour raisonnable de la patrie terrestre qui exclut tout égoïsme aveugle, volonté de puissance démesurée, mais aussi tout angélisme. Amour qui peut donc conduire à sacrifier certains de ses membres pour la défendre. Deuxième point, une saine conception de l'État, détenteur légitime de ce pouvoir exorbitant de déclencher la guerre, laquelle peut s'avérer être juste et bonne dans certains cas. Et enfin, troisième point, le principe de réalité en lieu et place des idéologies mortifères. Il se fait ainsi le porte-voix de la doctrine sociale de l'Église, si souvent méconnue ou incomprise, alors qu'elle se base sur le droit naturel accessible par la simple raison, et dont les murs porteurs sont la primauté du bien commun, l'autorité conçue comme un service, le respect des institutions et des corps intermédiaires. Je suis convaincu que seuls les hommes politiques, pénétrés de ces principes, seront à même de faire reculer la guerre qui menace à nouveau nos pays. Ajoutons pour terminer que Soloviev nous a pas seulement laissé une pensée riche et féconde pour notre époque, mais aussi un exemple de vie vertueuse. Il convient de souligner ici son humilité, sa droiture, mais aussi son courage, qui donne à sa pensée encore plus de force et à chacun d'entre nous un exemple à suivre. Je vous remercie de votre attention.